Donc, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires de l'expérimentation nationale sur l'affichage environnemental. Alors, un petit rappel des principes, c'est bien entendu de permettre aux consommateurs d'intégrer la dimension environnementale dans ses choix de consommation. Donc, nous visons les consommateurs, mais bien entendu également les producteurs, puisque la mesure des impacts environnementaux des produits leur permettra également de mieux connaître leurs produits et on l'espère, de stimuler des démarches d'éco-conception et d'une meilleure utilisation des ressources naturelles. Alors quand on a commencé en France en 2007-2008, il y avait au niveau international énormément d'initiatives carbone, empreinte carbone des produits, label carbone, etc. Et donc nous sommes arrivés avec une démarche résolument multicritère. Alors ce n'est plus tellement spécifique puisque depuis d'autres ont également pris cette approche multicritère, notamment la Commission européenne. On peut mentionner également le Sustainability Consortium aux États-Unis. Et puis une base légale, une perspective réglementaire. Voilà, donc les lois Grenelle, la loi Grenelle 1 avec l'article 54 introduit en 2009 une sorte de droit général pour le consommateur d'être informé sur les impacts environnementaux des produits qu'il achète, utilise et jette. Et puis la loi Grenelle 2 de 2010 établit l'organisation d'une expérimentation nationale de l'affichage environnemental des produits. Expérimentation qui devra faire l'objet d'un bilan qu'au ministère nous sommes en train de préparer, qui sera transmis au Parlement au début de l'année prochaine. Donc ce dispositif affichage environnemental repose sur trois axes principaux. La base légale dont je viens de parler, la plateforme ADEME-AFNOR, plateforme multi-acteurs que nous avons demandé à l'ADEME et à l'AFNOR de mettre en place en 2008, qui prépare les outils et les méthodes pour faciliter l'évaluation environnementale des produits. Et puis, bien sûr, les opérations individuelles ou collectives dont on vient d'avoir un témoignage, plusieurs témoignages, puisqu'il y a eu Casino aussi par l'intermédiaire de Biointelligence Service. Et puis, la phase expérimentale et bien sûr, tout cela en relation avec nos partenaires européens et internationaux. Donc, je n'ai pas le temps, puisque je n'ai que 10 minutes, donc je ne vais pas pouvoir entrer en détail sur le travail remarquable qui est fait par l'ADEME et l'AFNOR avec cette plateforme multi-acteurs. Mais voilà, grosso modo, à quoi elle ressemble. On a une plateforme générale qui rassemble les parties prenantes qui se réunit 3 ou 4 fois par an afin de valider les contributions du groupe de travail méthodologique et des groupes de travail sectoriels qui sont alimentés eux-mêmes par des projets pilotes. Et enfin, l'ADEME préside un comité de gouvernance qui supervise la mise en place d'une base de données générique dont les premiers essais en ligne ont lieu en cette fin d'année. Donc l'alimentation de la base de données générique a commencé. Il y a le représentant de l'ADEME qui est présent à cette conférence. Si vous avez des questions pour lui, il pourra vous répondre. C'est une plateforme très participative. Plus de 1000 experts y participent et plus de 600 organisations, beaucoup d'entreprises, de différentes parties prenantes, ONG, des consultants et des experts. Donc en 2009, la méthodologie générale d'évaluation environnementale des produits a été adoptée sous le doux nom de BPX 30323 et depuis 16 référentiels sectoriels, donc les spécifications catégorielles pour l'évaluation environnementale des produits ont été adoptées. Donc j'en viens maintenant à l'objet principal de ma présentation qui est l'expérimentation nationale, dont l'esprit qui a été reflété dans la présentation précédente était effectivement de mettre en pratique les travaux plus techniques et théoriques qui sont faits à la plateforme, apprendre par l'expérience
sur le terrain et dans la réalité. Donc le cahier des charges prévoyait donc une information B2C jusqu'au consommateur, bien entendu. Une expérimentation d'1 an, une approche multicritère, c'est-à-dire que l'indicateur carbone était obligatoire comme dans le BPX 3323 pour toutes les catégories de produits, mais les projets devaient apporter au moins un indicateur environnemental supplémentaire. En fait, dans la pratique, la plupart ont suivi le principe de 3 indicateurs environnementaux qu'on retrouve dans le BPX 3323. Et bien sûr, une conformité des calculs à la méthodologie générale. Donc, quand nous avons lancé à la fin 2010 notre appel à projet, nous avons reçu 230 candidatures. Nous en avons sélectionné 168, principalement sur la base de la qualité technique et la faisabilité technique du dossier, et puis aussi le champ des produits, parce qu'on a eu des produits un petit peu particuliers qui ont été proposés, qui n'étaient pas vraiment dans le champ des produits de consommation courante qui sont visés par notre politique. On a un panel de ces projets qui est très représentatif du différent types d'entreprises par taille, puisque en gros on a un tiers de PME et même quelques TPE, on a un tiers de grands groupes et puis un tiers d'entreprises de taille intermédiaire. Et puis des entreprises étrangères basées au Chili, en Colombie et en Suède. Donc on est ravis de la participation également d'entreprises étrangères. On avait communiqué à l'international et en anglais sur le lancement de cette expérimentation, puisque pour nous c'est important d'avoir aussi cette participation étrangère, notamment en relation avec tous les aspects internationaux du futur dispositif. Voilà donc un panel par secteur également bien représentatif des secteurs importants des produits de grande consommation. Un tiers des projets dans le secteur agroalimentaire. Ce qui est très important puisque les produits agroalimentaires, évidemment, sont des produits de consommation très courante et très fréquente et très, très visible pour le consommateur. Des opérations variées. Nous avons été très contents de constater qu'un projet sur 3 a fait de l'affichage sur le produit ou en magasin, c'est-à-dire le plus proche du consommateur et de l'acte d'achat, ce qui est très intéressant. Et puis, tous les projets, quoi qu'il en soit, ont communiqué ou communiquent, puisqu'en fait, certains projets continuent encore, sont en train de terminer là jusqu'au 1er décembre, communiquent sur Internet, soit en complément d'un affichage sur produit ou en rayon, ou sur smartphone ou d'autres applications, soit exclusivement sur Internet. Et puis, donc, une variété importante des différents formats de communication, dont je vais vous montrer plusieurs exemples. Alors, la liste d'exemples que je vais vous montrer n'est pas du tout exhaustive. Ce serait trop long, il y a énormément de projets. C'est plutôt pour vous montrer la variété des formats et des supports que ces exemples ont été choisis. Il n'y a aucune sorte de préférence ou d'indication de futures orientations par rapport aux exemples qui sont montrés ici à titre purement illustratif. Donc là, nous avons une étiquette sous forme d'autocollant à l'arrière du produit, avec 3 indicateurs séparés sous forme de valeur absolue. Voilà un autre exemple d'étiquette sur le produit. Là, il s'agit d'une étiquette sur le rayon avec une note globale.
un distributeur de meubles, un exemple de communication sur Internet. Là, nous sommes en magasin. Alimentation pour animaux. Un autre exemple d'information en magasin. Donc, dans ce projet, il y avait des posters en magasin et des brochures explicatives également. Et puis, bien sûr, une partie en ligne. Le tout repris en ligne, avec, en général, en ligne, ça permettait au projet de mettre plus d'informations, par exemple, en matière de transparence sur les méthodologies de calcul, les données, de pédagogie, d'explication, comment comprendre les valeurs absolues, ce genre de choses. Là, nous avons un exemple d'application smartphone. Donc, vous pouvez scanner un flashcode avec votre smartphone et vous avez l'information environnementale sur votre téléphone. Site internet. Informations en rayon dans les magasins avec un renvoi vers Internet pour des informations plus détaillées. Casino qui a déjà été montré. Là, on a l'indice environnemental donc, qui a été expliqué précédemment, qui est sur le produit. Il y a également un flashcode et puis plus d'informations sur Internet. Alors là, il s'agit d'une étiquette qui est sur la bouteille de vin avec un élastique qui est mis sur le haut de la bouteille de vin. Et des équivalences pour simplifier l'information. C'est-à-dire que dans ce cas, l'empreinte carbone de la bouteille représente l'équivalent de 6 km de voiture ou 15 secondes de douche. Donc il faut choisir entre boire ou se laver en fait. Non, en tout cas, je plaisantais, mais ces équivalences pour simplifier l'information sont dans les divers retours consommateurs qu'on reçoit et les études sont en général appréciées des consommateurs. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous préparons en ce moment le bilan de cette expérimentation pour alimenter le rapport au Parlement au début de l'année prochaine. Grâce aux multiples retours que nous avons reçus des porteurs de projets, auxquels nous avons demandé de répondre à un questionnaire officiel. Il y a eu aussi quelques entretiens. Et puis, nous avons invité les porteurs de projets à également nous fournir une auto-évaluation. D'autre part, nous attendons des rapports de cette association de consommateurs et de la DGCCRF, donc DGCCRF qui est le service du ministère de l'économie de surveillance du marché et qui a piloté un projet pilote sur une vingtaine de projets de l'expérimentation pour justement faire des tests de vérification de l'information environnementale. Diverses études sur les consommateurs, la réaction, l'appropriation, l'intérêt des consommateurs. Et puis, bien sûr, tout cela sera concerté avec les parties prenantes et avec les autres ministères. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de communiquer dans les détails sur les retours de l'expérimentation, puisque nous avons besoin d'une validation politique avant de pouvoir faire une communication officielle. Ce qu'on peut dire, c'est bien sûr une participation très importante des entreprises.
une mobilisation très significative des entreprises, une grande richesse et une grande variété dans les projets qui ont été proposés. Des collaborations très intéressantes sur la chaîne de valeur où, comme a été mentionné dans la présentation précédente, entre distributeurs et fournisseurs, entre fabricants. Des coopérations très intéressantes également au sein des entreprises, par exemple entre le service marketing et communication et le service environnement. Une opportunité pour les entreprises qui ont participé de booster leur expertise sur l'ACV, de tester en grandeur nature l'évaluation environnementale des produits et la communication aux consommateurs. Donc tous les retours sont positifs à ce sujet. On nous dit que les projets ont été très utiles en termes de mieux connaître ses produits, de mieux connaître sa chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, après, nous avons également des retours variés et différents sur quelle suite donner à l'expérimentation au niveau politique. Donc, nous prenons en compte tous les retours qui nous sont fournis. Et puis, on notera un intérêt européen et international pour cette expérimentation. Et d'ailleurs, je terminerai ma présentation sur cette diapositive pour souligner également à quel point nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, c'est une évidence, mais c'est toujours utile de le rappeler, à se lancer dans ce genre d'initiative. Et donc je conclurai aussi par le défi de l'harmonisation au niveau européen et international. Merci. Please, whoever gets the microphone first. Sylvain, thank you for that excellent outline of the experiment. It sounds very exciting, and again, while obviously some very creative communications people have been active in taking the data and then converting it into different formats, which are confusing even for experts. But I think we're seeing the direction very clearly. Microphone here. Laura from Edge Environment in Australia. I wanted to know, because I have seen the different labels and they all sometimes have different scales and different ways to represent the impact. There's some that are single indicator. Do you have any standard? Like, has there been any agreement, or is it planned to have one in the future on how the label is going to be represented in the packages or the products? No, the communication was free. We let it free because we wanted to push for the creativity in terms of proposals of labels and communication to the consumer by industry. And the result was very good because there was indeed a lot of creativity. But now, of course, this is experimental. And in the medium term, we have to harmonize the approach. Because you may think, oh my God, there are already so many labels existing in the world, and you are adding many more with this experiment. But this is only for the time of the experimentation, and precisely because we want to draw lessons from the experiment in order to find the best way for future harmonization. Great, thanks. Have a question here, sir. And then the gentleman behind. Michel Millares, Société GECO. Ma question portera pas vraiment sur l'affichage environnemental, mais plutôt sur les orientations qui sont données au niveau international et en France sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc on va probablement avoir donc un affichage environnemental sur les produits, mais le consommateur pourra-t-il espérer prochainement avoir un affichage sur les 3 volets du développement durable? Donc l'environnement, on aura, le prix, on l'a déjà, et l'impact social du produit, donc c'est le 3e volet. Est-ce qu'il est prévu d'envisager un affichage social ou sociétal du produit?
Non, alors, dans le même temps, nous avions effectivement lancé un projet sur l'affichage des caractéristiques sociales des produits. Un groupe de travail a été monté au sein de l'AFNOR pour échanger des informations, des bonnes pratiques et s'accorder sur un éventuel référentiel. Mais il est vrai que l'énergie a été accaparée plutôt sur la partie environnementale. Et bon, il reste beaucoup de travail à faire encore sur l'environnement avant de s'attaquer au social, mais nous ne perdons pas de vue la dimension sociale qui est également très importante, que l'on retrouve dans les labels, par exemple, du commerce équitable, que notre ministère, enfin, ce sont des labels privés bien entendu, mais nous les promouvons également. Et puis les critères sociaux pour la commande publique durable. Great, thanks. And we only have time for one last question there. Oui, bonjour, Christian Nissing from Total. One question among the different sectors that you had a look at. Were you able, or was there applications from direct competitors, or in one branch to have two companies that are direct competitors, for instance? And was it possible, or what was the challenges to collaborate with these companies? Yes, it happened in a few cases, so for example, we had this case for mobile phones and eggs and a few other products, I think. So in these cases, we brought together the companies to work together for a harmonized approach. And of course, there are other examples of cases, but within collective projects like the one by FCBA, which was shown before. In this case, it was less problematic because it was a collective project since the beginning, so by nature. Because in the experiment, individual or collective projects were allowed. So we got the companies to work together in cases when we had similar products done by individual projects. And for example, SFR and Orange worked together to harmonize their methodology and also to compare their data. Great. Well, thank you very much.